Sunday Night Production. Bonjour à tous, après une pause estivale bien méritée, quel plaisir de vous retrouver pour le lancement de la 6e saison de Dans la tête d'un coureur. Et pour célébrer ce retour, je vous propose non pas un, mais 2 épisodes exclusifs enregistrés depuis Chamonix, en marge de l'UTMB. Et on va retrouver celles et ceux qui ont marqué cette édition anniversaire. Et pour ce premier volet, je vous propose qu'on analyse ensemble les performances des athlètes autour du Mont Blanc. Et pour cet exercice, qui de mieux qu'Adrien Séguré, fin connaisseur de l'ultra et sélectionneur de l'équipe de France de trail, qui nous livrera son analyse et son débriefing. Ensuite, on va plonger dans les ressentis post-course de Germain Grangier, médaillé de bronze à l'UTMB, premier français de l'épreuve. C'est parti, bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Chamonix, dans la capitale mondiale du trail, à l'occasion de l'UTMB et du lancement de la saison 6 de Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va décortiquer ensemble les moments forts de cette édition anniversaire de l'UTMB. Puis en deuxième partie d'émission, préparez-vous à une rencontre exclusive avec l'un des plus grands noms de l'ultra trail du monde, Mathieu Blanchard, qui sera en plus accompagné d'Alix, l'aventurière qui s'est occupée entre autres de ces ravitaillements. Bref, vous l'avez compris, cet épisode s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Et pour commencer l'émission, qui de mieux qu'Adrien Séguré pour analyser avec nous, débriefer cette course. Il est entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail et il a vécu l'UTMB de l'intérieur pour nous et pour ses athlètes. Salut Adrien, comment tu vas? Pas trop fatigué après cette semaine de, on peut le dire, de folie? Salut Guillaume et bonjour à tous. Oui, c'est vrai que je suis un peu... On l'entend à ta voix. Je suis un peu en fin de semaine, là, ouais. On a passé les journées et toutes les nuits dehors avec les athlètes et c'est... Voilà, la petite nuit de samedi soir a fait du bien, mais ça n'a pas tout réparé encore. Bon, ça valait le coup, parce qu'on a quand même vécu une édition 20e anniversaire assez dingue. L'UTMB, là plus que jamais, je pense, cette année c'était complètement fou. Je pense que cette année, vraiment l'UTMB s'est positionné comme étant la référence mondiale en matière de trail. La ville de Chamonix, elle était en ébullition avec une mobilisation massive d'athlètes, de spectateurs, de médias et puis bien sûr des marques. Alors là, les marques, elles étaient quasiment toutes présentes sur Chamonix durant la semaine de l'UTMB. Penses-tu que cet anniversaire de l'UTMB marque peut-être plus que jamais l'entrée du trail dans une nouvelle ère et qu'il y aura peut-être un avant et un après? Parce que cette année, j'ai l'impression que c'était complètement dingue. Oui, alors du coup, c'est vrai que si on voit côté sportif, ça a été une très belle édition. Mais comme souvent quand même, à l'UTMB, on est rarement déçus. Après, je pense que oui, tous les ans, on se dit un petit peu toujours plus au niveau extra-sportif. Mais là, cette année, j'ai vraiment l'impression que ça a pris une ampleur vraiment énorme en fait. On voit tout ce qu'on fait, tout ce que faisaient un petit peu les marques. J'avais l'impression que tout avait un curseur un peu comme sur Strava, quoi. C'était celui qui en faisait le plus et il y avait le com de chaque marque, quoi. C'était vraiment ils se sont regardés beaucoup, je pense, pendant la semaine et c'était toujours celui qui avait la plus grosse soirée, celui qui avait les plus beaux locaux, celui qui avait c'était un peu ça a pris une tournure un peu bizarre cette année. Un peu too much, quoi. Un peu too much, ouais. Bon, on demandera à Manu du site One Run qui a fait toutes les soirées de l'UTMB de nous dire un peu laquelle était la plus grande. Mais c'est vrai que ça pose des questions parce que, bon, Chamonix, c'est une petite ville, on va pas se mentir. Là, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, après, il faudrait voir avec la collectivité, les organisateurs, mais qu'on arrive presque à saturation. Ça devient compliqué de se loger pour les athlètes. Les prix, c'est extrêmement cher. La restauration, se nourrir sur place aussi, ça coûte un sacré budget. Nous-mêmes, dans le podcast, on a c'est des budgets qui explosent et on a besoin de partenaires aussi pour supporter ces investissements et du coup, ça vient aussi rajouter un peu des activations. Mais la question se pose, jusqu'où on va aller? J'imagine que pour les athlètes aussi, c'est de la pression en plus. Même si cette année, j'ai l'impression qu'ils ont été quand même un peu préservés, que les marques, finalement, peut-être un peu appris aussi des erreurs du passé et les ont un peu moins sollicités. Les journalistes aussi ont plus joué le jeu à faire attention à respecter le temps de récupération, le temps de concentration des athlètes. Je pense que l'an dernier, ça a été... ils ont beaucoup appris de l'an dernier, où l'an dernier, il y a eu beaucoup d'activations avec athlètes.
moi, en tant qu'entraîneur aussi de pas mal d'athlètes, en fait, je me suis un peu pris la tête des fois avec certaines marques, en fait, parce que j'ai des athlètes qui courent pour différentes marques, sur justement préserver les athlètes avant la course, parce que c'est pas en leur faisant faire 50 activations que l'on préserve un athlète. Donc là, moi j'ai des athlètes qui sont arrivés au tout dernier moment, même pour la CCC, j'en ai qui ont dormi directement à Courmayeur, qui sont même pas passés à Chamonix et qui ont beaucoup mieux vécu leur événement. Donc ça, je pense qu'ils l'ont intégré. Donc il y a eu des erreurs de fait l'an dernier. Bien sûr, ce sont des gens intelligents, ils l'ont vraiment intégré pour cette année et les résultats de ces équipementiers-là, ça s'est fait sentir de suite. Ils ont beaucoup mieux marché. Donc ça a été très bien. Je pense que maintenant, l'objectif de l'UTMB, des organisateurs, va sûrement être, parce que là, ils maîtrisent vraiment le côté sportif, vraiment être de maîtriser en fait le côté extra sportif, en fait, vraiment le flux de visiteurs, le flux de voitures, tout ce genre de choses. C'est un vrai enjeu à mon avis. Je pense que c'est là où justement il va falloir qu'ils soient vraiment bons, parce que ils vont avoir aussi justement, et ils ont, je pense, déjà beaucoup de retours, même avec tout ce qui peut être institution locale aussi, je pense, par rapport à ça. Et je pense que c'est là où il va falloir qu'ils appuient vraiment pour pouvoir continuer à faire progresser dans le bon sens cet événement. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'expérience aussi des participants, des coureurs, des accompagnants qui doit... Voilà, faut quand même, c'est beaucoup de stress aussi, je sais, pour les accompagnants. Même les coureurs, finalement, je ne vais pas dire que les coureurs prennent pas de plaisir, mais c'est souvent quand même une course où les enjeux sont tels que voilà, des fois c'est un peu compliqué émotionnellement de venir ici, et c'est pour ça que certains font aussi l'impasse. Après, les organisateurs de l'UTMB subissent aussi, parce que j'imagine de voir des chalets de marques non partenaires qui viennent un peu préempter l'univers, ça rajoute aussi, et je pense qu'eux, ils préféraient pas forcément que ces marques que viennent et qu'ils le subissent. C'est vrai que le trail grandit à une vitesse folle. Certains pensent que les petits événements de trail ont un peu ce côté pur, tandis que les gros, c'est du business, ça perd un peu leur âme. Bon, on va être honnête, parce qu'il ne faut pas non plus être démagogique. Je pense à titre personnel, en tout cas, qu'on a besoin d'événements magiques, un peu comme l'UTMB. On n'est pas là pour dire que c'est une mauvaise chose, et il faut comme ça des locomotives. Mais il faut aussi que les athlètes puissent vivre, parce qu'il y a une économie. On sait que toi, tu sais très bien avec l'équipe de France, il y a des athlètes des fois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est important qu'il y ait une économie, qu'il y ait des moteurs. Et pour le coup, on ne peut pas enlever à l'équipe de l'UTMB d'incarner ce moteur, mais il faut être raisonnable. Selon toi, comment faire pour que le trail s'agrandisse, continue un peu cette croissance, mais de manière peut-être plus saine, plus équilibrée, tout en gardant son charme et son authenticité, et pas tomber dans des extrêmes? Ouais, je pense qu'après, comme tu dis, en fait, on est obligé d'avoir des partenaires, on est obligé d'avoir tout ce qui peut être sponsoring pour pouvoir faire vivre les événements, parce que c'est un gros budget, un événement. Quand on pense à tout ce qui peut, au niveau organisation, secours, tout, on rentre dans des budgets qui sont énormes, en fait, et ces organisateurs, associations ou entreprises ont besoin vraiment de vivre, tout comme les athlètes. Et c'est vrai que du coup, les athlètes, certains rêvent de venir ici. Il ne faut pas se le cacher. D'autres sont obligés de venir ici. Ça fait partie des contrats maintenant sur les athlètes, d'une certaine obligation de venir courir les courses de l'UTMB. Donc ça, il faut être lucide aussi. Donc c'est vraiment un gros événement. Et les athlètes, en fait, sur leur contrat, justement, quand ils sont qu'ils doivent venir ici, donc ils se le mettent vraiment un objectif. C'est grâce à leurs partenaires qu'ils peuvent vivre, en fait. Donc du coup, un athlète qui travaille 35 ou 50 heures par semaine, qui a une vie de famille et qui doit s'entraîner pour pouvoir venir gagner un UTMB, ça devient très très complexe. Donc forcément, ils ont besoin de leur partenaire pour vivre, comme tout job, en fait. C'est un job, c'est comme un cycliste est payé par son équipementier, ou par son équipe pour pouvoir s'entraîner et vivre. On est sur la même chose. Donc les athlètes doivent aussi vivre. Donc je pense qu'il faut prendre en compte justement qu'on a besoin de toutes ces marques-là. Je pense par contre que on peut s'inspirer aussi d'autres événements. Il y a, sur les gros événements, on arrive avec un Paris 2024 en ligne de mire. Il y a des gros événements comme certaines organisations de ASO dans la course à pied ou dans le vélo. Tout ça, je pense qu'il faut s'en inspirer sur peut-être ce cadrage justement un petit peu qui savent faire. ASO, ça blague pas. C'est vrai que sur le cadrage, ils savent bien verrouiller pour que ça... Voilà. Après, c'est un sujet complexe, mais en tout cas, on va suivre ça. C'est important aussi d'en parler, je pense, sans tomber encore une fois dans la caricature, en essayant d'apporter des solutions et pas forcément être dans la critique, parce qu'il ne faut pas tomber aussi dans l'excès inverse. Ce que je te propose, Adrien, c'est allez, on va parler de sport et de compétition, parce qu'on est quand même là pour ça aujourd'hui. Cette année, la densité, elle était exceptionnelle, même hallucinante. Un chiffre qui a quand même frappé les esprits. On avait 55 coureurs au départ
départ de la course avec un indice UTMB au-dessus des 850. Alors parmi eux, des noms très connus et respectés du circuit, Jim Wemsley, Mathieu Blanchard, Tom Evans, Peter Engel ou encore Hannes Henberger pour citer que, mais vraiment la liste serait très très longue, il y en avait encore plein d'autres. Face à une telle concurrence, c'était presque impossible de prédire le vainqueur, du moins du côté des hommes. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on n'avait jamais vu un tel niveau au départ de l'UTMB cette année ? Oui, mais après c'est sûr, on le voit sur le chrono, hein, c'est un record qui tombe aussi cette année avec Jim. On a des chronos qui sont exceptionnels. Alors je vais dire sur l'UTMB, mais sur les différentes courses de l'UTMB, parce que même la triple C, c'était de la folie. Alors, la CCC ou même l'OCC était couru, mais alors c'était que ça soit chez les filles ou chez les gars, c'était impressionnant. Et en fait, quand on compare même avec la course de l'an dernier, les chronos ne sont plus du tout les mêmes. Des personnes avec les mêmes chronos ont perdu 10 places. Et quand je parle de la 4e à la 14e, par exemple, c'est vraiment... C'est incroyable. Donc c'est vrai que du coup, que ça soit OCC, CCC, ça a été... il ne faut pas avoir que le côté ultra. Hein. C'est vraiment, on a des qualités différentes selon les coureurs. Des coureurs très rapides sur l'OCC. Et c'est pas qu'ils sont plus mauvais que ceux de l'UTMB. Des fois, même bien au contraire. Donc du coup, on avait des densités et des niveaux qui étaient extraordinaires sur les 3 courses. Pour en venir à l'UTMB, c'est sûr que d'avoir autant de coureurs, de très bons coureurs, une densité pareille en fait au départ, ne signifie pas qu'on aura autant de densité à l'arrivée, parce que forcément on assiste en fait à une course popcorn où justement on a énormément en fait au départ, énormément de coureurs qui sentent en fait quand on a plus de 850 ou quand on a même plus de 900, parce qu'il y avait quand même beaucoup de coureurs à plus de 900, on est un coureur qui a l'habitude de gagner tout le temps. Ouais. Donc quand il se présente sur une course comme ça, il ne veut pas rester derrière. Je suis d'accord avec toi. On avait vu ce schéma en 2021 avec François Daen, et puis finalement on a vu qu'il y a des coureurs, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça donnait l'impression que comme ils n'arrivaient pas à avoir le podium, ils bâchaient un peu. Là, cette année, il ne faut pas se mentir. Une place dans le top 10 cette année, c'est quelque chose. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, l'UTMB, c'était premier, deuxième. Après, on passait sous les radars. Aujourd'hui, tu fais un top 10 sur cette édition-là. Tu mets ton nom quand même parmi les cadors. Et là, on se rend compte, et ça, c'est aussi grâce à la densité, que c'est plus la première et la deuxième place qui comptent. Je vais te donner un autre exemple. L'absence Kylian Jornet, François Daen, Xavier Thévenard, leur absence, elle est presque passée inaperçue cette année. Imagine, il y a quelques années, l'UTMB sans ses titans, ça aurait été presque fade, sans saveur. Voilà, on se serait dit, il n'y a pas grand intérêt. Et puis là, même sans ces légendes de l'ultra, le spectacle, la performance, elle est assurée. Est-ce que tu ne penses pas quand même que l'UTMB, mais même plus largement le trail, est en train de vivre une espèce de transition avec une nouvelle génération de champions, un peu comme à l'image du tennis avec les Roger Federer, Nadal. Et là, on arrive quand même à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une ou deux têtes d'affiche, mais on a 10-15 athlètes qui sont un peu des cadors, quoi. Mais de toute façon, on a bien sûr, avant, on avait 3 athlètes en fait qui pouvaient gagner et le qui se partageaient la victoire. Voilà, le tiercé était facile à faire. Là maintenant, qui a misé sur les 3 premiers dans l'ordre en fait à l'arrivée? J'aimerais bien savoir, mais je pense que la cote devait être belle, quoi, parce que franchement, pour annoncer Jim, Zach et Germain sur le podium dans cet ordre-là, il fallait vraiment être bon. Mais après, il y a beaucoup de coureurs qui pouvaient gagner. Maintenant, c'est la course aussi où ça m'a fait penser un petit peu au vélo. D'entrée, c'est parti où il y a eu un groupe d'échappés où on te retrouvait à un moment donné pendant un temps justement un peu les grands favoris avec Tom Evans, avec Mathieu. Enfin, ils étaient 4 devant. Ça vient se regrouper, ça repart. Enfin, on se retrouvait vraiment un petit peu dans une course de vélo, quoi. Et maintenant, il y a ce côté. Il y a ce côté bluff, il y a ce côté stratégie de course, il n'y a pas que le physique où je pars un peu de l'arrière et puis je remonte. On peut le faire pour tenter de rentrer dans les 10. Ça, on a vu qu'il n'y en avait qu'un qui était capable de le faire. Big up à Ludo, si tu nous entends. Voilà, mais il a une vraie expérience là-dessus. Maintenant, on tombe dans un schéma de course où on sait très bien que même s'il y a énormément de coureurs de très 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 bon niveau qui sont des vainqueurs tous les dimanches quand ils courent sur une course, tout le monde ne pourra pas être dans le top 10 et tout le monde ne finira pas parce que forcément tout le monde va tenter et ils veulent tenter des choses. Et quand on connaît, en fait, avant on se disait tu pars sur un ultra, tu pars un petit peu tranquille et puis tu verras comment ça fait. En fait, si vous voyez les courbes cardiaques des premiers athlètes, ça fait peur, hein. Ils partent pas sur un ultra. C'est comme quand vous partez en fait sur un 20 km. Et
Il y a juste à croiser les doigts pour pas que ça pète, quoi. Mais Ouais, en fait, c'est la boîte d'œuf qu'on balance voilà. sur la. Voilà, puis c'est qui C'est- tient. Et justement, on va analyser un peu cette course. Alors, dès le départ, c'est le marathonien Duncan Peria qui a pris les commandes de l'épreuve. Alors, il a un record sur marathon en 2h11. Il a donc fait parler ses qualités de vitesse sur le début de course. Malheureusement, après Saint-Gervais, ça s'est un petit peu corsé pour lui. On entend souvent les spécialistes du trail critiquer un peu les coureurs sur route pour leur méconnaissance des stratégies en ultra. Et finalement, voilà, on peut pas vraiment leur donner tort avec la démonstration de Duncan. Bon, voilà, je viens un peu de la route. On a discuté aussi avec Duncan un peu la veille de course. Là, on va encore se foutre de nous, Duncan, si tu nous écoutes. Comme quoi, on part comme des balles. Comment toi, t'observes un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même un coureur hyper talentueux et on a vu avec l'Ultra Saint-Jacques qu'il aurait quand même pu, voilà, montrer. Est-ce que vraiment l'expérience et ces écueils un peu des coureurs sur route qui étaient quand même très présents, on l'a vu aussi sur l'OCC, je crois, avec le Chinois qui a quand même parti très vite et puis qui a fini en 4e place. Sur la transition marathon ultra trail, il y a encore 2-3 petits réglages à faire. Bien sûr qu'il y a des réglages. Après, c'est difficile de faire une analyse sur un ou deux coureurs. Voilà, quand on fait une analyse, on prend un panel de coureurs vachement beaucoup plus large en fait pour comprendre les choses. Donc là, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui sont rentrés. Après, c'est vrai que voilà, Duncan est parti vite. Il sait courir quand même en trail parce que il a gagné Saint-Jacques de très 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 belle manière. Saint-Jacques UTMB, donc c'est vrai que il sait faire. Maintenant, à Saint-Jacques, il avait pas ou peu de concurrence. Il s'est géré seul en tête, donc même en partant vite, il s'est géré seul en tête. La concurrence qu'il y avait à Saint-Jacques, c'était pas la concurrence qu'il y avait ici. Et donc forcément, ça lui met une pression supplémentaire. En faisant ce qu'il a fait, il avait une pression supplémentaire aussi au départ. Il court pour l'équipementier qui est partenaire de la course. Et en fait, il y a plein de choses qui sont rentrées en jeu. Donc faire une approche que sur lui, moi, je n'irais pas dire non, les marathoniens, voilà, ils valent que dalle pour le trail. Non, évidemment, mais moi j'attendais que ça. Mais, voilà, voilà. C'est pas possible. Et c'est vrai que non, ils ont des qualités extraordinaires. Maintenant, voilà, il y a, contrairement au marathon, c'est plus long. Là, il y a quand même, il y en a certains qui disent UTMB, c'est roulant. Il y a quand même 10 000 mètres de positif, 10 000 mètres de négatif à prendre. Et on ne peut pas dire, quand on a 10 000 mètres, de se dire c'est roulant. Qu'il y ait un peu moins de cailloux que quand on court sur le Restonica Trail, en Corse, je veux bien le comprendre. Par contre, dire que c'est roulant avec 10 000, non. Donc c'est vrai que... toujours dans la limite de la comparaison, c'est sûr, voilà. avec une diagonale ou avec une hard rock. Voilà, c'est pas pareil. Par contre, après... Non, je pense que il y a de plus en plus de marathoniens et tout ça qui ont envie de venir et qui ont des qualités quand même qui sont extraordinaires parce que ça s'appelle du trail running, donc il faut quand même courir en trail. Donc du coup, quand on a des vraies qualités de vitesse, c'est très intéressant. Donc après, bien sûr, il faut travailler musculairement pour pouvoir absorber le dénivelé. On voit quand même que ces deux mondes se côtoient et fusionnent de plus en plus. On voit aussi la dernière chaussure, j'étais avec les concepteurs de la chaussure de François Daen qu'ils ont sorti, ils nous ont dit qu'ils sont quand même beaucoup inspirés aussi du monde de la route. Même l'entraînement, moi il y a 4 ans, je venais ici avec Fred, je me souviens, on allait sur la piste de la piste que tu as à Chamonix, magnifique piste d'ailleurs, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un tour. On était les seuls à s'entraîner, il n'y avait personne, la piste elle était vide. Cette année, tu viens, n'importe quel jour de la semaine, tu as dû le voir, n'importe quelle heure de la semaine, la piste elle était blindée. Et ça courait autour de la piste, c'est nouveau quoi. On voyait pas ça à l'époque. On voit quand même qu'aujourd'hui, vu la densité, tu peux plus te permettre, pas besoin d'être très rapide, pas besoin d'être un excellent grimpeur ou un excellent descendeur sur ultra, mais tu peux pas te permettre d'avoir des lacunes. Il faut être un athlète complet, un peu à l'image du triathlon, notamment sur Ironman où tu pouvais te permettre d'être un peu moins bon en natation, un peu moins bon en vélo si tu étais un bon coureur ou si tu étais un bon rouleur. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut être performant, peut-être pas excellent, mais performant dans toutes ces disciplines. Non, tu dois travailler tout. En fait, comme je dis, c'est du trail running. Et quand je vois, on parle de Germain qui a fait une super course. Sa copine Cathy Scheid a gagné l'an dernier. Quand ils ont vu qu'il leur manquait de la vitesse pour pouvoir aller chercher un podium à l'UTMB, moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, en fait, tous les hivers, ils étaient sur la piste et ils s'enchaînaient les crosses en fait, l'hiver pour pouvoir prendre de la vitesse. Il n'y a pas de secret. Voilà, maintenant, ils ont Mathieu aussi qui a fait son préparation marathon. On sait que de toute façon, sur le long terme, aujourd'hui, si tu prépares pas ta vitesse. Tu es obligé. Après, ils ont vu qu'il fallait travailler un petit peu plus sur le dénivelé pour Germain. Du coup, Germain a fait beaucoup plus de ski, en fait, de ski alpinisme en fait, cet hiver pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus. Mais on vient de travailler à chaque fois, chaque spécificité. Mais maintenant, dire un ultra trailer, c'est pour les anciens quand ils ont plus de vitesse et pour les diesels.
Alors là, on se trompe beaucoup. Peut-être ça a été à une époque, il y en a eu quelques-uns. Là, c'est sûr. Il que y a encore un discours comme quoi ça. Mais évidemment, c'est pas les plus lents qui disent ça. C'est comme quoi, des fois, on veut un petit peu stratégiquement essayer de. Mais il y a encore un discours quand même. Nous, on avait fait une émission sur la Maxi Race et justement, c'était Vincent Viette qui expliquait qu'aujourd'hui, il fallait quand même être rapide sur ça. Et puis dans les commentaires, même des entraîneurs, étaient pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est vrai que on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, on est obligé de s'adapter et c'est quand même, il faut être réaliste. On va reprendre un peu le schéma de course. Alors on insiste à un début de course du coup plutôt rapide. Moi j'ai regardé les temps, on était même 1 minute d'avance par rapport jusqu'au Contamine par rapport à l'année dernière qui était déjà un départ extrêmement rapide. On se souvient avec Pau Capel Airline qui était parti comme une trompe. Juste avant la tombée de la nuit, on voit un duel se former entre les Américains Jim Wamsley et Zach Miller. Alors, on savait que Jim était en forme. Chaque année, tu vas me dire, il est en forme. Là, il l'était encore plus que les années précédentes. Mais Zach, moi, c'est un peu plus surprenant peut-être. Est-ce que tu t'attendais à voir Zach mener la danse aussitôt dans la course ? Est-ce que tu avais aussi peut-être des doutes quant à sa capacité à maintenir peut-être ce rythme jusqu'à la fin ? Parce que moi, il m'a beaucoup surpris. Alors Zach, ça m'a pas du tout surpris qu'il soit devant. En fait, c'est quelqu'un qui part toujours très vite. Mais en général... Ça craque. Il y a même l'expression, il a fait une Zach. Il est adepte du gros craquage en fait en milieu de course. Et moi, j'avoue que oui, j'avais pas prédit sur comme quoi il tienne en fait jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que quand j'ai vu comme il était parti, et puis il était comme à son habitude un peu survolté tout le temps. Et voilà, j'attendais le moment où ça pète. Et vraiment, il m'a fait mentir parce que ça m'a surpris qu'il tienne vraiment jusqu'au bout. Donc ça a été une excellente course pour lui. Après, il part toujours vite et il ne sait pas partir moins vite. Donc voilà, il a été fidèle à lui-même. Par contre, aujourd'hui, ça n'a pas craqué. Maintenant, Jim, il est parti, je pense, je ne vais pas dire prudemment, mais je pense qu'il était vraiment en aisance. Et même, j'étais le petit matin à la Foulie, il a transmis vraiment le message comme quoi il gérait totalement sa course, qu'il était il était très 10-15 minutes en dessous de ce qu'il avait fait l'année dernière à peu près, en fonction de... il était même sur les bien, ravitaux, il a un peu coupé. On a calculé, on était presque à 30% de moins de temps sur les ravitaux que l'année dernière. Mais c'est quand même celui qui est resté dans la maîtrise, qui est resté dans son plan de course et qui s'est un peu finalement moins adapté au trio de tête, quoi. Ouais, mais de toute façon, souvent, réussir un ultra, c'est arriver à rester le plus longtemps dans sa bulle. Et il a fait sa course, en fait, il a réussi à rester là-dedans. Alors maintenant, il prend de plus en plus d'expérience. Je pense qu'il est très bien épaulé aussi par François, avec qui il s'entend très très bien et ils vivent à côté. Donc je pense qu'il a compris ça. Il a travaillé beaucoup sur ses petites lacunes, parce que lui, il a par contre beaucoup de vitesse. Il a travaillé ses petites lacunes où il a travaillé le ski alpi tout l'hiver en fait là-dessus. Il a essayé de prendre en fait un maximum d'infos, de conseils partout, et il les a appliqués. Et je suis content qu'avec autant d'envie, de professionnalisme, en fait, il arrive à consécration en fait un jour. Bon, on se demande s'il va pas avoir un petit coup de blues, parce que quand tu veux tellement comme ça avoir une victoire sur l'UTMB, il en a fait un peu, c'était une vocation de vie presque. C'est vrai que, comme tous les coureurs, des fois, on a pris un gros objectif, on a un petit coup de blues. Et là, on se demande comment est-ce qu'il va essayer de se challenger, où est-ce qu'on va le voir, comment ça va se passer. Moi, je vais regarder ça de très près. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'a pas le droit ? Oui. Je pense qu'il faut aussi qu'il profite en fait de ce moment-là. Il a atteint son objectif. Et même si l'année prochaine, il n'est pas au départ de l'UTMB, s'il a envie de faire autre chose, il a. Heureusement, on l'espère. Cette victoire, on ne l'enlèvera jamais. Il a le record. Il a gagné l'UTMB, chose qui était un rêve, quoi. Alors chez les Français, Arthur Joyeux-Bouillon, Mathieu Blanchard ou encore Germain Grangier refusent de laisser s'échapper le peloton en tête et ils vont tout faire pour pas se laisser décrocher. Bonne stratégie selon toi? Parce qu'il y a toujours cette question, il y a deux stratégies. Soit on suit un peu ces temps de passage, soit aussi on se dit quand même, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser un peloton se détacher? Quand on voit aujourd'hui les athlètes aussi talentueux, on peut pas compter que sur un craquage, on peut pas compter sa course que sur une défaillance des autres. Là c'est très très dur, je pense pas qu'il y a de bons et de mauvais choix. Toi, comment est-ce que tu analyses un peu la course de Germain, d'Arthur Joyeux-Bouillon qui a quand même fait une course assez remarquable, ou de Mathieu qui est revenu très très fort dans les dernières parties de course? En fait, on peut se dire on reste complètement dans sa bulle et puis on reviendra un petit peu de l'arrière et du coup on prend le temps si on joue pour une place en fait. Une place, je dis une place dans le top 10. Si on cherche une place en fait vraiment sur le podium où on la gagne, on ne peut pas en fait se permettre de compter sur le craquage des autres parce que ça craque plus. En fait, ça craque plus autant qu'avant. Et donc, à un moment donné, on est obligé de ne pas laisser partir autant et d'aller à la bagarre. En fait, il faut s'adapter, quoi. Il faut savoir pouvoir s'adapter c'est complètement. Et ajuster. Arthur, il était venu pour tenter un podium. Ouais. Clairement. Voilà, j'étais avec son entraîneur, avec Eric Lacroix tout à l'heure. Et voilà, il a ce rêve de podium.
Du coup, même Eric me dit, est-ce qu'il n'a pas peut-être un peu trop pris de risque? Mais voilà, son rêve était ça. Donc, il a voulu jouer. Voilà, il a joué. Bon, là, c'est pas passé. Ça passera peut-être rapidement. Mais c'est pas passé. Je pense que voilà, ils étaient tous dans cette perspective où quand tu es devant et que tu as les moyens d'aller jouer le podium, mais à un moment donné, il faut prendre des risques. Et je pense que Mathieu, il n'était pas venu pour faire 4. Donc, on l'a vu un petit peu sur sa tête à l'arrivée. Et il sera, je pense, le mieux placé pour en parler tout à l'heure. Mais je pense que il avait un risque à prendre. Ils avaient tous un risque à prendre s'ils voulaient jouer devant. Bah en tout cas, voilà, moi sur Arthur Jolyeux-Bouillon, moi j'aime bien ce côté un peu, il faut prendre des risques, il faut être audacieux, des fois aussi il faut savoir déstabiliser l'ordre établi. Oui, il y a des favoris, c'est vrai que Arthur c'est un outsider, mais c'est un garçon talentueux, c'est un garçon, moi je l'ai vu là même, il était très affûté. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra s'exprimer, ça va passer. Je pense qu'il a encore des marges de progression à faire. Il est loin d'être à mon avis à son maximum, il a peut-être 2-3 réglages à faire, mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a les qualités pour faire un podium et pour briller. Et je trouve que sa course, elle était exemplaire. Moi, il m'a donné des sensations. C'est ce que j'attends des les Français, que ce soit Mathieu. Tous les Français m'ont donné des sensations. Et d'ailleurs, on en a quand même 6 dans les 10. Voilà, c'est ça, 6. On va les citer. Finale, On va les citer. On a 6 Français qui ont, en plus, ils ont fait parler chacun leurs qualités, quoi. On a eu vraiment les qualités de tous. On a un Germain qui finit 3e, qui est en ascension fulgurante, qui a fait quand même une course incroyable. Mathieu qui arrive en 4, qui s'est battu, qui a réussi, qu'avec son mental qu'on connaît. Ludovic, le vieux loup, il nous a fait un Ludovic Pomerel, le stratège, ça marche toujours aussi bien. Thibaut en 6, Arthur et Baptiste Chassagne, voilà les outsiders. Ils finissent 9 et 10e, tu vois, un top 10 quand même avec le niveau qu'il y a. Donc pour moi, c'est quand même une réussite pour tout le monde. Et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France reste clairement la plus grande nation de l'ultra-distance. Quand tu mets 6 coureurs dans le top 10 avec une telle densité, quasiment les meilleurs coureurs du monde, on a montré qu'on était là. De toute façon, la France, on était à Innsbruck au championnat du monde, on fait meilleure nation mondiale en trail, donc toute discipline confondue. Et l'ultra, la grande finale de l'ultra est ici, et on a quand même 6 Français dans les 10. Donc je pense qu'on se positionne quand même comme une ou la grande nation du trail actuellement. Donc c'est quand même une fierté que l'on peut avoir aussi. Ouais. On écoutera d'ailleurs, excuse-moi, Germain, je l'ai eu au téléphone ce matin pour récupérer un peu ses feedbacks, lui poser quelques questions, parce que moi j'avais analysé sa course et on l'écoutera juste après toi dans un petit magnéto. Du côté des femmes, on assiste à une course assez cristallisée. En tout cas, moi j'ai trouvé avec, comme souvent, voire toujours, Courtney Dauwalter qui a franchi la ligne d'arrivée en première. Alors, c'est vrai que beaucoup considéraient sa victoire acquise. Moi, j'étais pas tout à fait de ceux-là. Je me suis dit, ça va être peut-être du 50-50 parce que après son doublé Western States à Hard Rock 100, on pouvait légitimement, je pense, peut-être avoir des doutes sur sa capacité, non pas à finir, parce que mais à enchaîner 3 niveaux de performance aussi élevés. C'est vrai que elle a montré à quel point c'était une athlète exceptionnelle. Oui. Après, je sais pas comment elle a fait pour récupérer tout ça, parce que déjà, un enchaînement Western Hard Rock, on est quand même sur 2 courses relativement opposées, pas dans la distance, mais dans le côté technicité et dénivelé en fait de la compétition. Donc en 3 semaines, c'est quand même assez improbable. Et d'enchaîner avec un UTMB, alors on voit qu'elle a eu une fin de course un peu plus difficile par rapport à peut-être sur d'autres courses où elle a cette habitude à finir toujours. Alors je vais pas dire finir fort parce que forcément on a la vitesse diminue au fur et à mesure des kilomètres, mais d'arriver à maintenir une certaine intensité, et c'est là où elle crée en fait, où elle a moins de difficultés en fin de course que les autres, et elle crée souvent ces écarts en fin de course. Et là c'est vrai que même en fin de course ça a été un petit peu difficile, et on voyait l'Allemande Hartmut qui remontait même un petit peu, Blandine qui fait une bonne fin de course aussi, et c'est vrai que du coup on se retrouve avec une fin de course inhabituelle pour elle, où elle a été chercher plus loin. Alors elle a dit qu'elle ferait pas la diagonale des fous, parce qu'il y avait à un moment donné, il y avait un peu une rumeur qui circulait, mais enfin pas elle, mais je crois Vincent s'est exprimé pour dire que non, là il allait avoir un peu de repos. Alors malheureusement cette fois dans le top 10, seulement une Française, Blandine Lirondelle, qui a décroché la médaille de bronze pour son premier ultra. Mais avant de parler de la performance de Blandine, on peut avoir quelques regrets peut-être pour Manon Bohard qui avait beaucoup progressé, je crois, sur les montées, sur les descentes, elle avait bien préparé ça, et après un début de course assez incroyable, les choses sont un peu compliquées après pour elle. Ouais, mais j'étais très très déçu pour Manon, parce qu'elle était vraiment elle était en 2e position, et pas très loin de Courtney en fait, sur le début de course, et elle a fait une grosse chute en fait, sur le genou, à la Foulie. J'étais avec son mari qui me disait que vraiment elle s'était vraiment fait mal, le genou avait vraiment vrillé, et elle avait vraiment du mal. Elle a essayé, c'est vraiment une battante, et elle n'est pas du genre à s'écouter, Manon, et c'est vrai que
Elle a essayé de pousser ce qu'elle pouvait parce qu'elle voulait vraiment arriver à bout de cette UTMB. Elle avait bâché l'an dernier, donc du coup c'était vraiment important pour elle. Surtout qu'elle fait une bonne saison, hein. Elle fait vice-championne de France, elle fait 3e au championnat du monde. Ouais. C'était d'aller venir chercher, de tenter de venir chercher un podium ici, ça aurait été l'année magique en fait pour Manon. Maintenant voilà, je suis très déçu pour elle. Elle a fait un excellent début de course. Elle disait qu'elle était vraiment dans un jour extraordinaire, que tout allait bien. Bon, voilà, c'est le risque de la compétition, hein, une grosse chute. Il y a beaucoup de coureurs qui tombent. Tout le monde se fait pas très mal quand ils tombent. Et voilà, là, ça a été un peu plus problématique pour elle. J'espère qu'elle va se remettre rapidement, physiquement et mentalement en fait, de cette chute. Bon, on a aucun doute sur ça. Et puis bon, elle a encore de belles années devant elle, donc. Voilà, aucun doute au vu de ce qu'elle nous a montré que ça pourra peut-être marcher dans les années précédentes. Alors Blandine, l'Hirondelle se rassure pour sa transition sur Ultra et malgré un début de saison un peu entaché par une blessure, elle a quand même répondu présent et on l'a senti aussi. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elle était contente d'être là, elle était heureuse, elle a pris du plaisir, elle a pris le temps pour saluer sa famille, faire un petit câlin à sa maman qui était là sur le parcours. On voit quand même que il y avait ce côté battante pour pouvoir décrocher la victoire, mais c'était pas au déprimant de profiter de l'instant présent. Blandine, voilà, pareil, elle est hyper talentueuse. Elle a décroché cet hiver. Tu parlais tout à l'heure des coureurs qui allaient sur trail, sur cross ou un peu sur route. 3e place au championnat de France de cross dans un championnat très relevé à Carhaix. Là, voilà, elle nous montre encore des petites. Voilà, elle avait oublié ses gants, encore de petites erreurs, encore un peu d'expérience emmagasinée, mais là, clairement, on tient peut-être une future gagnante, une future médaille d'or sur l'UTMB française. Ouais, ça, l'avenir nous le dira, hein, mais on a fait le grand écart cette année, parce que d'aller chercher un podium au France de Cross quand on connaît en fait le niveau d'un France de Cross et d'aller chercher la même place en fait sur la finale en fait des ultras mondiaux, avec l'UTMB. Elle a vraiment fait le grand écart. Elle a vu elle a montré à tout le monde qu'elle avait des qualités extraordinaires et que du coup elle pouvait être forte partout. Et c'est vrai que voilà, on ne sait pas ce que sera fait l'avenir. Maintenant, bien sûr, l'ultra, ça demande de l'expérience, que ça soit sur la course, sur la gestion de course, sur tout ce qui peut être ravitaillement. Tu dis voilà, elle a oublié ses gants. Tout ça. Voilà, il faut que ça soit carré. Je pense qu'après, tu as Mathieu et Alix après. Et je pense que c'est un exemple au niveau de tout ce qui est ravitaillement. On a le ravitaillement Formule 1 et ça, c'est pas acquis sur le premier ultra que tu fais dans ta vie. Tu découvres aussi des choses, tu comprends des choses, tu comprends où tu peux gagner du temps. Voilà, il ne sert à rien de s'asseoir à chaque fois pendant 20 minutes sur un ravito et d'aller se faire un gueuleton à chaque fois pour pouvoir repartir. Ça repart pas. Donc du coup, là, Blandine n'a pas passé beaucoup de temps sur les ravitaux, mais forcément, peut-être quelque chose un petit peu moins carré à un moment donné. Il faut qu'elle refasse demi-tour. C'est de l'expérience qu'elle va prendre, parce que forcément, quand tu fais ça, tu te mets une petite dose de stress aussi. Donc, elle va prendre de l'expérience. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner l'UTMB ou pas un jour ? Ça, on verra bien. C'est du sport. Mais après, quelles sont les qualités pour le faire ? Oui, bien sûr, elle a d'énormes qualités. Elle l'a toujours démontré. Ça va lui faire du bien, je pense, après cet échec qu'elle a eu aux mondiaux, qu'elle a eu du mal à vivre, en fait, à absorber, parce que ça faisait quand même 2 fois qu'elle était championne du monde, donc c'était un peu difficile de mettre le clignot à un moment donné. Mais ça va lui faire du bien pour la suite. Donc, je ne sais pas encore est-ce que ça lui a donné goût à l'ultra ou pas. L'ultra, c'est particulier. Donc on va voir l'année prochaine, et nous, elle sera en stage avec nous dans 3 semaines, donc on va voir, on en discutera. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de la voir courir, Blandine, et je pense que voilà, elle a encore beaucoup de choses à dire sur Ultra. Merci infiniment, Adrien, d'avoir été avec nous pour cette partie débriefing. Je vais te laisser aller te reposer, parce que je sais que tu l'as pas démérité. Et puis, c'est quoi maintenant les prochaines échéances pour l'équipe de France avant de nous quitter ? Et là, on va avoir dans 3 semaines un stage de prépa. Donc du coup, dès demain, il faut que je travaille sur les convocations. Pas de repos là encore, pas de vacances. Non. Et puis après, non, ça sera l'année prochaine en fait, avec le championnat d'Europe fin mai à Annecy, qui sera en France. Donc ça va être une très belle échéance pour nous. Donc je compte que l'équipe soit prête à ce moment-là pour le grand rendez-vous en France. Ouais. Je vous propose qu'on écoute maintenant Germain Granger, qui a débriefé ce matin de sa course avec nous. C'est parti, Magnéto, et on se retrouve juste après avec Mathieu Blanchard. Germain, on est 48 heures après le départ de l'UTMB. Comment est-ce que tu te sens, avec un petit peu de recul, même si on est encore très très proche, après ton incroyable 3e place à l'UTMB ? Comment est-ce que ça va et comment est-ce que tu te sens émotionnellement ?
Bah écoute, je me sens plutôt bien. C'est vrai que juste après la course, forcément, j'étais un peu fatigué, mais j'ai plutôt bien dormi et aujourd'hui, je me sens bien. Forcément, content également de la course. Donc, écoute, tout va bien. Tu es un peu sur un petit nuage où tu as quand même encore en tête des axes d'amélioration. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux ou franchement, là, tu penses que cette course-là, tu as vraiment tout donné? Alors oui, avec le potentiel du jour, j'ai essayé d'optimiser pour tout donner sur ce que j'avais à donner hier. Oui, alors bon après il faut toujours se contenter de ce qu'on a. Donc pour l'instant oui, je savoure complètement la course que j'ai pu faire. Après oui, forcément il y a toujours plein d'axes d'amélioration et c'est ça aussi qui rend l'entraînement et les courses plus intéressantes. Bon, tu as encore des choses à dire si j'arrive à lire un peu entre les lignes. C'est vrai que cette année, il y avait une densité assez énorme avec énormément de coureurs plus talentueux que les uns que les autres. La course aussi, l'UTMB, ça a été une édition assez incroyable avec une ambiance encore plus spectaculaire que les années précédentes. Comment est-ce que toi, t'analyses l'évolution du trail en France et dans le monde, voilà, ces coureurs qui sont en train d'éclore et qui sont tous avec une concurrence, une densité aussi un peu plus impressionnante. J'imagine que ça doit être assez stimulant pour toi. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de coureurs qui se mettent à l'ultra trail et on voit même des profils différents. Il y a même des gens qui sont plus axés sur marathon qui tentent également de venir sur l'UTMB, même certains triathlètes. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, je pense qu'il y a toujours cette frontière où il y a cette partie de nuit sur l'UTMB et qui fait que généralement après 10-11 heures, il y a beau avoir une densité énorme au départ, à Courmayeur, c'est toujours une autre histoire et puis il faut rentrer dans la nuit et j'ai vraiment l'impression que cette nuit fait mal à pas mal de coureurs, qui fait que c'est bien d'avoir une énorme densité au départ pour qu'il y ait toujours une densité correcte à mi-course. Mais oui, c'est intéressant de voir tous ces profils différents et l'engouement qu'il y a envers l'ultra en général. Justement, en 2021, tu as fait une 5e place à l'UTMB. En 2022, tu décroches aussi une 5e place à la Diagonale des Fous. Cette année, tu remportes le marathon du Mont Blanc sur le format 90 et tu décroches la médaille d'argent à l'UTMB avec le titre de premier français. Tu bats aussi ton record, je crois, sur la distance avec un parcours un peu différent de 1h30. D'ailleurs, tu vas nous dire un peu ton analyse sur ce parcours légèrement différent. Comment est-ce que tu as fait évoluer ta prépa ou peut-être tes stratégies de course pour finalement t'améliorer autant ces dernières années? Ouais, effectivement, c'était mon 4e départ de l'UTMB. J'avais fait une première édition en 2019 où j'étais parti vraiment doucement dans l'optique de finir la course. J'avais fini 9e. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai gratté du temps. Bon, l'an dernier, j'ai dû abandonner. Mais c'est vrai que par rapport à 2021, quand j'avais fait 5e, j'étais arrivé 2e à Champé avec Aurélien Dinampala et là j'avais complètement explosé. Donc c'est vrai que j'avais perdu énormément de temps sur la fin de parcours. Et cette année, voilà, j'ai pas subi cette explosion parce que je me suis mieux préparé justement par rapport à ça. J'avais identifié ce qui avait pas très très bien marché. Même si ça a été un peu compliqué, en fait, je pensais qu'en revenant sur Gym, vu que c'est moi qui revenais, je pensais qu'en gros, bah, ça allait être assez limpide et du coup, ben, j'allais, en gros, moi, ouvrir le gap avec Jim. Mais en fait, ça a été l'inverse. Quand je suis rentré sur lui, ça l'a motivé et d'un coup, il est parti vraiment à une vitesse supersonique. Donc ouais, ça a été pas évident à gérer ce moment-là pour moi parce que ouais, j'ai dû mentalement faire face à cette accélération, quoi. T'as semblé quand même dans la maîtrise totale tout au long du parcours avec une très bonne gestion de tes émotions. On voyait quand même que émotionnellement t'es resté très très stable par rapport à un Zach. Alors lui il est beaucoup plus expressif, ou même un Jim qu'on a senti un peu dans le haut, dans le bas. Toi, voilà, on voit que t'as une excellente, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai perçu, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais t'as une excellente gestion de tes émotions. Comment t'arrives à rester aussi concentré, aussi focus
Là, tu nous parles un peu de tes moments de doute que tu as eu avec ce duel que tu attendais, mais finalement qui a été sifflé assez vite joué par Jim. Est-ce que tu as eu la même perception? Est-ce que tu as vraiment été tout au long du contrôle, en tout cas comme nous on a pu le voir ou le ressentir? Ouais, j'ai essayé de rester vraiment dans des zones où je me sentais un peu plus en confort et en maîtrise, du moins jusqu'à chanter. Et c'est assez compliqué de rester focus tout du long parce que c'est impossible clairement de rester concentré pendant 20 heures. Donc ouais, j'utilise un petit peu des éléments extérieurs, que ce soit des éléments naturels. J'essaie de me déconnecter de la course pour justement mieux me connecter, utiliser mes camarades de course pour justement essayer un peu de sortir de la course parce que sinon c'est un peu trop énergivore. Et puis comme sur l'UTMB il y a plein de monde autour, voilà, j'essaie généralement de me connecter un petit peu avec les gens autour pour ensuite me reconnecter avec moi-même et justement essayer d'être assez stable dans les allures et aussi dans l'émotion, quoi. On t'a vu manger des makis, des sushis. Alors, une petite appétence pour la cuisine japonaise. C'est assez rigolo, assez curieux. Tu nous dis que tu as quand même préparé ça en amont. Donc, j'imagine que c'est pas le fruit du hasard. Hein. Tu n'es pas allé à Sushi Shop le matin parce que tu n'avais pas tes poudres ou tes gels. Non, c'est clair. Mais si, je suis allé quand même à Sushi au restaurant japonais de Chamonix pour les commander. Mais non, c'est vrai que j'avais déjà préparé ça. J'avais également testé sur le 90 du Mont Blanc. Ouais, j'aime bien la cuisine japonaise. Ça me plaît. Bon, c'est peut-être le secret alors pour faire une 3e place à l'UTMB. Va savoir, peut-être que tu seras copié sur les éditions suivantes. Alors, avec cette performance, c'est vrai que aujourd'hui, tu montres que tu fais partie des meilleurs Français, en tout cas sur ultra distance. On voit aussi une progression une ascension en tout cas ces dernières années avec Germain. Donc on se demande où est-ce que tu vas aller, jusqu'où tu vas monter. Quels sont tes prochains objectifs pour 2023-2024? Est-ce que tu penses que tu as le talent nécessaire pour décrocher une médaille d'or à l'UTMB, ou est-ce qu'il y a peut-être maintenant d'autres courses sur lesquelles tu veux t'investir et te concentrer? Bah écoute, j'ai pas encore vraiment pris le temps de réfléchir à ça. Mais c'est clair que moi je suis quand même beaucoup intéressé par la performance et c'est quelque chose qui me guide au quotidien. Donc oui, j'espère encore faire mieux. La clé c'est juste de pouvoir s'entraîner régulièrement sans avoir de gros pépins. Donc voilà, j'ai pas, pour te répondre sur les objectifs, j'ai pas vraiment d'objectif là. T'as pas une course là en tête, un dossard déjà réservé pour Non, là, je suis en train de me demander si je repars encore sur un UTMB l'an prochain. Le truc qui est assez cool, c'est vrai que à chaque fois que j'ai fini l'UTMB, j'ai toujours fait un meilleur chrono et une meilleure place. Donc c'est vrai que ça appelle toujours à le refaire, quoi. Donc à voir. Bon, on a hâte de voir la suite de ton aventure autour du Mont Blanc, et puis pourquoi pas même à la Diagonale des Fous. Je pense que tu as encore des choses à dire, ou peut-être même sur des ultras américains. Hâte de voir en tout cas comment évolue ta carrière. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous répondre là comme ça. On est, pour nos auditeurs, on est le dimanche, il est 9h45, donc voilà, j'imagine que tu as encore un peu de fatigue dans les pattes. Merci beaucoup Germain, j'espère te revoir très vite sur une course. Encore bravo pour cette performance, et ça a été un plaisir de suivre ta course. Franchement, c'était incroyable à suivre. Voilà, le public, je pense que tu avais beaucoup de soutien et tout le monde était derrière toi. Donc merci beaucoup pour toutes ces émotions. Bonne récupération, et je te dis à très vite. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Salut.